Cher Achille Mbembe, cher Archichep, chers amis, chers collègues, chères étudiantes et étudiants, c'est une belle journée. C'est une de ces journées qui honorent Paris 8. C'est l'occasion d'une rencontre qu'on aurait pu croire improbable, qui sans doute ailleurs n'aurait pas lieu. Je crois qu'il faut Paris 8 pour qu'une rencontre de ce type puisse avoir lieu. Rencontre à la faveur d'une idée qui a d'abord été formulée par nos collègues du département de philosophie, que je tiens à remercier ici. L'idée était de nous inscrire dans les commémorations de 1914 à partir de la notion de rupture. Et avant d'en venir à la notion de rupture, en deux mots, voudrais profiter de ce court instant pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette journée puisse s'organiser dans d'excellentes conditions. Marion Mainfray et le service com, ils sont trop nombreux pour que je les donne tous, donc merci au service com, aux techniciens de l'ACAR, à Linda Foucault, à Sylvain Pathieu, à Éric Passin, à Philippe Michel, à Elsa Dorlin. Merci à tous. Un mot sur la rupture. Rupture, pourquoi rupture? Parce que 1914, par-delà les combats et les horreurs de la guerre, ça a tout aussi bien signifié des chaînes qui se défaisaient, des liens nouveaux qui se tissaient de part et d'autre de la Méditerranée, de part et d'autre de l'Atlantique, entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique. Désormais, il n'était plus possible de continuer comme avant et le devenir sourdait. Quand même, il a fallu parfois du temps pour qu'il advienne. Ce sens donné à notre année thématique répond de la demande qui vous a été faite à tous les deux de bien vouloir honorer en vos personnes cette université qui sera heureuse de vous remettre tout à l'heure le titre de docteur honoris causa. Nous honorons en vous des hommes, et je crois que le débat va permettre d'y revenir, qui se sont construits en rupture, mais dans une rupture généreuse. Une rupture qui ouvre des possibles, une rupture qui est tout aussi bien construction, reconstruction, et je vous cède la parole. Bien. Merci Madame la Présidente. Donc on va commencer par une table ronde, bien qu'elle soit carrée, permettant la rencontre des deux candidats au doctorat honoris causa, et Elsa Dorlin et moi allons poser quelques questions à Achille Mbembe et à Archichep. Éventuellement, si on a le temps, mais je pense que le temps est compté, on pourra avoir une question ou deux peut-être de la salle à la fin. Moi, j'aurais voulu, pour commencer, vous poser une question à tous les deux. Alors, j'ai cru comprendre, je parle sous le contrôle d'Elsa Dorlin et Éric Fassin, j'ai cru comprendre qu'Achille Mbembe refuse d'envisager l'histoire du continent africain uniquement sous l'angle d'explications venues de l'extérieur. Si l'on transpose, disons, cette éthique de chercheur au domaine musical afro-américain, il me semble que c'est exactement ce que pensait un des grands défenseurs de la culture africaine-américaine, le poète Leroy Jones, qu'Archichep a bien connu, je crois, et dont les idées lui étaient proches. Alors, dans un texte que je trouve assez admirable de Leroy Jones, un texte paru en 1963 qu'il a intitulé « Jazz and the White Critic », Leroy Jones exhorte les critiques et les musicologues à ne pas juger, à ne pas jauger la musique afro-américaine à partir de critères qui lui seraient extérieurs. Donc pensez-vous l'un et l'autre que les critères scientifiques soient réunis aujourd'hui pour que l'on juge l'histoire et la culture de l'Afrique d'une part, de l'Afro-Amérique d'autre part, sans y projeter des visions extérieures? Bon, alors, d'abord, je voudrais dire merci à Madame la Présidente de l'Université pour les mots qu'elle vient de prononcer et qui, pour ma part, et je crois d'ailleurs pour Archie aussi, mais il parlera en son propre nom dans un instant, qui me sont allés tout droit au cœur. J'ai énormément apprécié sa référence aux chaînes que l'on brise, à tout le travail qu'il reste à faire pour ouvrir l'avenir
à tous. Et je crois que cette question de la délivrance des chaînes qui nous retiennent captifs et ce labeur qui consiste à ouvrir le futur pour tous, je crois que tout cela a une signification en relation avec la question que vous posez. Il me semble que c'est en partie d'ailleurs, on peut interpréter de cette manière le travail, l'œuvre d'Archie. Je viens de le rencontrer pour la première fois et je lui ai dit, écoutez Archie, maintenant je peux aller au paradis. Il m'a dit non, pas encore. Je lui ai dit, bon, peut-être après votre performance musicale. Il dit non, le temps n'est pas encore arrivé d'aller au paradis parce qu'il y a encore du travail à faire. Par rapport à l'Afrique, je crois que le gros de la critique des formes de la création culturelle est encore devant nous. La question à laquelle il nous faut répondre, c'est celle de savoir dans quelle mesure est-ce que cette critique peut être faite d'une manière qui ne renferme pas l'Afrique dans la différence, mais d'une manière qui la remette en circulation comme en tant qu'un fragment de notre monde et non pas du tout comme un monde à part. Et donc cette question de la circulation et de l'ouverture des frontières, il me semble qu'elle est la question de notre temps et elle est également la question centrale à laquelle toute critique doit être, disons, mesurée. Je vais faire une interprétation spécialement pour Archie en revenant plutôt à la question de l'Afro-Amérique. Archie, est-ce que vous croyez que aujourd'hui, les conditions sont réunies pour penser la culture afro-américaine avec ses moyens propres, avec des principes qui viendraient de cette culture-là, comme le pensait Leroy Jones en 1963. C'est-à-dire en 1963, Leroy Jones dit cette culture afro-américaine, il faut arrêter de la penser avec des critères qui sont des projections de l'Euro-Amérique ou de la pensée européenne. Il dit il faut qu'on prenne ça à bras-le-corps et qu'on pense ça nous-mêmes avec notre propre culture. Est-ce que, Archie, vous pensez qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour arriver à penser cette question afro-américaine avec toute l'expérience des Afro-Américains et donc le penser de l'intérieur? Le penser en afro-américain, pas le penser en plaquant des principes qui viendraient de la pensée européenne. Je vais prendre juste un exemple. Ce que dit Leroy Jones dans ce texte de 63, c'est que, évidemment, en appliquant des principes de jugement qui viennent de toute l'histoire de la culture européenne, on ne va pas comprendre ce qu'est réellement la culture afro-américaine. Il faut la penser en fonction de cette culture-là elle-même. Oui, c'est une question d'identité. Dans l'époque 60, surtout, nous étions bien informés par James Baldwin, qui a élevé cette question de définition, qui nous sommes. Et en fait, enfin, j'ai réalisé à cause de lui que c'est exactement comme il a dit, c'est pour nous de trouver notre identité propre, soit dans la musique, en art, dans la loi, dans la vie, nos expériences viennent de nous propres. C'est ça, si je comprends bien. Et que diriez-vous de l'apport de la musique afro-américaine à la pleine conscience de ce que c'est que d'être afro-américain en Amérique, et notamment votre apport musical? En quoi il a permis de prendre conscience de ce que c'est que d'être afro-américain? Mon être est là. Dis-moi
In what sense is it that your own musical practice has opened the way to African Americans to understand themselves and their own identity? Si ma musique était un moyen pour des peuples à comprendre, j'espère, mais je peux parler plutôt de la musique noire et la culture noire, l'écriture, la musique. Surtout après la période de 1960, je crois, des Noirs aux États-Unis, quand même, ils ont commencé de couvrir, attendre cette identité. Avant ça, nous étions plus réactifs. Notre définition de soi-même, mon définition de soi-même vient plutôt de la perception des Blancs. Aujourd'hui, je crois que des Noirs commencent à ouvrir une porte où ils cherchent leur âme propre. Et j'espère que la musique a aidé ça, mais musique, culture, l'art, ça peut faire, c'est limité. C'est bouleversant dans un côté. Il y a Artaud, Rimbaud, des peintres, Cézanne, Ravel, mais ça c'est bouleversant, ça change la vie, mais en fait, est-ce que ça change des politiques, des socio-économiques de la vie? Là, je ne trouve pas. En fait, je trouve que des artistes, en principe, sont très timides quand ils sont forcés à répondre à des choses politiques. Artists are afraid to engage themselves politically parce que on ne gagne pas des sous. Le système supporte mieux des artistes qui sont si longs. Silencieux. Tout à fait. Et justement, alors de ce point de vue-là, bon, on va peut-être ouvrir aussi le débat, mais encore quelques instants sur cette question-là. Vous n'étiez pas silencieux pour le coup. Non, dans les années mais 60. je suis pas riche. Il y a une correspondance là. J'en rappellerai un mot tout à l'heure. Il n'est pas tard, hein? Non, mais quand même. Juste pour peut-être 2 points à évoquer. D'abord, pour continuer sur cette thématique. Tout à l'heure, Achille Mbembe parlait d'un horizon de la critique et de la pensée critique, et non seulement de sa nécessité dans le monde à la fois marqué par le néolibéralisme, par la violence, par l'omniprésence des logiques racistes et de race. Et sur cette nécessité d'une ouverture à une critique à la fois de l'ordre de la déconstruction et du courage aussi de l'opposition, mais qui appelle aussi à des formes de construction, d'invention, d'imagination créatrice pour un monde et un horizon qui s'ouvrent. Et on parlait d'une figure justement non raciale. Et dans cette perspective-là, Achille Mbembe, vous avez depuis des années été justement en dialogue avec des artistes à la fois en Europe, sur le continent africain, aux États-Unis, des musiciens, des plasticiens, et vous avez toujours eu cette sensibilité pour
faire en sorte que justement ce travail de la critique ne s'opère pas seulement par l'écriture, mais aussi par une forme de porosité et de rencontre permanente entre un certain nombre de médias justement qui créent un autre rapport au monde. Oui. Je voudrais rassurer Archie d'abord en lui disant je ne suis pas riche non plus. C'était pas une accusation. Alors les voies de la richesse, il faut sans doute les chercher hors de la musique et hors du type de travail que nous faisons. Alors, pour répondre à la question de Elsa, moi, ce qui me frappe, c'est quand même le fait que la musique noire en particulier a joué un rôle irremplaçable dans l'histoire de la lutte pour l'émancipation, c'est-à-dire la reconnaissance de notre humanité comme humanité parmi d'autres humanités, et la reconnaissance d'identités qui se sont constituées historiquement sur le mode de la blessure et de l'attentat. Et de ce point de vue, la musique afro-américaine en particulier a montré qu'elle pouvait être un véhicule absolument important de la critique sociale, culturelle et politique. Elle a joué, me paraît-il, mais je parle sous le contrôle d'Archie, 2 ou 3 fonctions qui sont encore d'actualité aujourd'hui. D'abord, une fonction de consolation pour des gens écrasés par tout un système pendant des siècles, au sortir sous l'esclavage et au sortir de l'esclavage. Il y a un devoir de consolation qui fait partie de toute politique de la guérison et de la cure. Or, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de gens hurlent, mais ne sont pas entendus. Beaucoup de gens poussent des cris, personne ne les entend et personne ne les console. Donc, l'injonction à consoler, c'est-à-dire à reconnaître la blessure et l'attentat, me paraît de ce point de vue avoir été typique de cette musique. Mais il y a également eu cette fonction plus grande, cette fonction de la cure, cette fonction thérapeutique, que l'on retrouve, y compris à Haïti, au Congo, en Afrique du Sud, sous l'apartheid. L'apartheid n'aurait pas été aboli sans cette espèce de pouvoir insurrectionnel de la musique. Et je crois que c'est ce pouvoir insurrectionnel qu'il nous faut conserver pour les luttes d'aujourd'hui et surtout les luttes qui viennent. La difficulté étant de produire les musiques nécessaires pour les luttes d'aujourd'hui et les luttes du futur. Parce qu'il n'est pas toujours, c'est pas chaque époque qui est parvenue à produire la musique de ces défis. Et c'est un peu, à mon avis, ce que l'on voit en Afrique du Sud, et d'ailleurs aux États-Unis aussi, ou même dans un pays comme celui-ci. Il est plus facile pour la musique et les arts d'être récupérés dans la logique marchande que, effectivement, de servir d'appui, de réserve symbolique et imaginaire pour un demain aux contours imprécis. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il me semble qu'effectivement, la musique, les arts en général, sont un moyen de, en quelque sorte, j'allais dire, mettre le verre dans le fruit à certaines époques, c'est-à-dire de commencer à distiller des idées avant qu'elles puissent être énoncées dans l'espace public et dans l'espace politique.
Bon, Archie a commencé sa carrière à une époque où il y a eu une musique afro-américaine radicale, certains ont appelé free jazz, bon, très bien. Mais en vérité, ce n'est pas à ce moment-là que ça a commencé, me semble-t-il. En vérité, c'est dès le début que ça commence. C'est depuis toujours. Or, l'utilisation qui a pu être faite de la musique afro-américaine depuis qu'elle a été diffusée, notamment par le disque, était une utilisation de divertissement qui pouvait d'ailleurs toucher toutes les populations, pas seulement les populations afro-américaines. Et il me semble que, et en tout cas c'est quelque chose que Archie défend, je crois, il me semble que ça a été pour ces populations afro-américaines, ces artistes afro-américains, une possibilité en fait de dire quelque chose, mais dans un cadre qui puisse être accepté par la logique marchande dans laquelle ces musiques étaient passées. Archie, vous faites référence aux aînés, pay the due, comme on dit, il me semble. Je sais que parmi les artistes que vous affectionnez particulièrement, il y a notamment le grand Duke Ellington. Duke Ellington donc, a commencé bien avant la période donc de la musique afro-américaine radicale. Pourtant, il me semble qu'il y a déjà quelque chose qui met en accusation une certaine Amérique dans la musique d'Ellington. Oui, mais mon père, est-ce que en fait Ellington, Coltrane, la culture qui était créée avant, donc, à partir du turn du siècle, Louis Armstrong, même les chanteurs du blues, Big Joe Williams, Robert Patton, Charlie Patton, ils sont de plus en plus perdus dans la mémoire des gens noirs aux États-Unis et j'ai peur qu'il y a une chose plutôt systématique dans le part du capitalisme qui essaie de détruire la mémoire surtout d'une minorité comme des Noirs américains. Parce que comme Achille a dit, ils ont créé une musique qui a influencé tout le monde. Notre lutte a influencé le monde entier. Et aujourd'hui, il y a la musique qui a remplacé Ellington, on peut dire, le rap, hip-hop. Mais c'est très, très important parce que, comme il a dit, cette musique est mélangée avec la révolte politique au Kenya, au Japon, ici en France. Il y a rap, hip-hop. C'est devenu la musique d'aujourd'hui. On peut parler de Ellington, mais à mon avis, Ellington et Coltrane, ils glissent dans l'histoire. Ils sont moins connus par des jeunes. Et il y a une autre forme qui a remplacé. Malheureusement, avec la naissance de cette nouvelle musique, hip-hop, rap, il y a plus en plus de pauvreté. Cette musique exprime la souffrance, une nouvelle souffrance. Beaucoup de jeunes en prison aux États-Unis, 15% des gens noirs entre 21 et 30 sont en prison. Et ça monte. Et en fait, les prisons deviennent un business. Donc, et qu'est-ce qui est bizarre? Est-ce que la musique, le rap, parle beaucoup de cette expérience et c'est une manière, peut-être, un moyen de libération de cette souffrance qui attend. Oui, alors je crois que Archie a tout dit.
je crois qu'il a absolument raison d'insister sur le fait que une partie de la logique du monde dans lequel nous vivons travaille à l'effacement de la mémoire et surtout la mémoire des opprimés, la mémoire de ceux qui sont assignés à une race. Et c'est le cas des Africains américains. Et donc, la question est de savoir dans quelle mesure est-ce que la production, la composition musicale peut devenir le support non seulement de mémorialisation, mais d'une mémoire qui est partageable, qui n'est pas réduite à une tribu ou à une ethnie, mais qui appartient à la mémoire de l'humanité en général. Cette question de la mémoire de l'humanité, je crois qu'elle est posée de façon radicale par les traditions musicales afro-américaines en particulier, mais aussi afro-caribéennes et africaines. Le deuxième point extrêmement important que souligne Archie a trait justement au fait que le miracle afro-américain, de mon point de vue, le miracle afro-américain tient à deux choses. Premièrement, voici des gens qui auraient pu disparaître. C'est quand même 400 ans d'esclavage. Ce n'est pas 30 ans, ce n'est pas 50 ans, c'est 400 ans. Donc, voilà des gens qui, pendant 400 ans, ont été exposés au quotidien à la possibilité d'extermination. Mais ils ont survécu. Non seulement ils ont survécu, mais ils ont été créateurs d'une culture, de formes de la culture et du langage qui se sont universalisés. Il n'y a pas un seul lieu au monde où l'expression culturelle africaine-américaine n'ait pas été entendue. Pour moi, c'est le paradoxe africain-américain. Et c'est un paradoxe qui me donne espoir et qui, disons, oblige à repenser l'ensemble de la création musicale, dans le domaine des arts plastiques, nous oblige à poser la question de la création dans son ensemble, dans le monde contemporain, d'une autre façon. Comment échapper à la marchandisation qui, au fond, dans la logique, se fonde sur l'oubli et les Anglais appellent ça erasure, l'effacement. Comment maintenir, disons, la poussée de vie dans les lieux mêmes qui obéissent, qui fonctionnent par la loi de l'oubli et de l'effacement. Ça me paraît être quelque chose d'absolument fondamental pour penser le monde contemporain et son futur. Achille Mbembe, vous êtes probablement l'un des intellectuels portant la tradition critique aujourd'hui les plus importants à l'étranger, c'est-à-dire à l'international pour le monde. Il y a quelques années, dans une interview, vous disiez que vous faisiez le constat que la France et une certaine tradition française, et notamment une certaine tradition universitaire qui a pourtant, dans une certaine mesure, ce devoir de porter la mémoire universelle aussi, ou en tout cas ce savoir en tant qu'il est un bien universel, avait manqué à peu près tous les tournants de la pensée dans la seconde moitié du XXe siècle. C'était une critique qui était à la fois forte et enfin, qui pouvait s'entendre évidemment quand on voit ou quand vous pouvez constater ce qui était enseigné à l'université française en matière d'histoire, d'idées, de tradition. Aujourd'hui, ça fait sens, je crois, pour Paris 8, non pas de réparer ça, mais en tout cas de vous remettre ce doctorat et de cette rencontre.
Et c'est particulièrement important pour la communauté universitaire intellectuelle de Paris 8 et de vous recevoir et d'avoir cet honneur. Est-ce que pour vous, ça fait sens ici à Paris 8 et dans l'histoire de Paris 8, de l'université de Vincennes, Saint-Denis, de recevoir aussi ce doctorat et de réinscrire l'université dans cette histoire aussi? Oui, absolument. Moi, je suis un ancien de Paris Panthéon-Sorbonne et de Sciences Po, mais je dois vous dire que je suis absolument ravi que le doctorat honoris causa me soit octroyé par cette institution qui représente dans l'histoire de la pensée critique un lieu tout à fait singulier. Après tout, c'est quand même ici qu'ont travaillé certaines des figures qui aujourd'hui encore nous donnent, disons, les outils d'analyse dont nous avons besoin. Je ne vais pas les citer tous, mais enfin, comment ne pas citer Michel Foucault, comment ne pas se référer à Gilles Deleuze, comment ne pas parler de Luce Irigaray et de beaucoup d'autres. Et donc, pour moi, cette tradition intellectuelle, typiquement française, dépasse au fond les frontières de la France. Elle s'est dénationalisée et elle a pu, de ce fait, se disséminer et être réappropriée à peu près partout dans le monde. Et donc, je crois que c'est quelque chose, un héritage que cette université doit pouvoir s'enorgueillir de cela et recréer cela dans les conditions contemporaines. Parce que la demande critique, elle est toujours avec nous. Dans ce contexte qu'évoquait Archie, où non seulement les enjeux de mémoire sont des enjeux de toute l'humanité, mais où il y a une injonction non seulement à oublier, mais aussi à ne plus penser. L'idée qu'il n'y a pas d'alternative, toutes les solutions ont été trouvées, il n'y a qu'à se conformer. Et donc le rôle d'une institution comme Paris 8, de s'ouvrir, d'embrasser la diversité française et d'en faire l'objet de sa réflexion en reculant, disons, les frontières des humanités, je crois que c'est quelque chose qui est important et je suis vraiment ravi une fois de plus qu'Archie soit là. Je ne vais pas lui répéter ce que je lui ai dit tout à l'heure, puisqu'il m'a dit que le paradis, ça peut attendre. On attendra. Inch'Allah. Inch'Allah. Je sais que nous attendons tous d'entendre Archie Shepp. Dans l'ordre alphabétique, cher Achille Mbembe, on pourrait pour vous présenter, utiliser de mots classiques en usant de termes dont je sais parfaitement qu'ils ne sont pas les vôtres. Vous êtes né au Cameroun et vous pourriez, de par votre parcours qui a été rappelé, je ne vais pas y revenir, être qualifié de cosmopolite. On pourrait encore vous caractériser par la dimension transdisciplinaire, éminemment transdisciplinaire de vos travaux. Faut-il le rappeler, docteur en histoire, mais également titulaire d'un DEA en sciences politiques. Vous êtes rompu à Frantz Fanon autant qu'à Aimé Césaire, à Lacan autant qu'à Merleau-Ponty, à Bakhtin autant qu'à Hegel. Et je sais être bien loin de l'exhaustivité. Mais ces deux termes, cosmopolite ou transdisciplinaire, ne sont pas les vôtres. Ils ne sont pas les nôtres, sans doute, ne sont plus les nôtres. Dans une université qui s'honore d'accueillir dans ses murs 33% d'étudiants étrangers, de plus de 140 nationalités, qui doit à Édouard Glissant de pouvoir attribuer chaque année une bourse et un prix à un jeune docteur ou à un artiste confirmé dont la démarche participe de la sienne, il me plaît à dire que vous êtes à plus d'un titre un homme des métissages. Vous estimez, avec Édouard Glissant, que le français, qui a subi un processus de créolisation au contact de l'Afrique, ne saurait être tenu pour la langue des dominants et que ce serait s'amputer
que d'en récuser l'usage. C'est un débat que vous avez eu avec d'autres collègues éminents, et dites-vous une erreur épistémologique majeure. Ce métissage est également la substance même de votre démarche qui participe à l'égal de ceux avec qui vous débattez et construisez inlassable de l'émergence des sciences sociales en tant qu'elles transcendent des clivages traditionnels, clivages qui nous empêchent trop souvent de penser les mutations du contemporain. Nous avons parlé tout à l'heure des frontières, mais je crois que c'est un autre type de frontières. Et vous avez du reste occupé la fonction de secrétaire général du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, au Sénégal, en bouleversant sans doute d'autant plus aisément les frontières de toute espèce que vous étiez issu, comme nombreux de théoriciens majeurs d'aujourd'hui, et je retrouve là les propos d'Éric Fassin, des lieux de la fracture, des lieux de la rupture, lieux de fracture, lieux de rupture, qui sont des facteurs de développement de la pensée critique, comme pour répondre à une urgence. La centralité que vous occupez dans le champ des études postcoloniales en répond, comme elle répond de celle de Gaïa Spivak, avec qui vous avez beaucoup débattu et à laquelle nous remettrons ici même dans quelques jours le titre d'honoris causa, cette fois-ci sans rapport avec 1914, mais on voit que les circulations sont importantes. Le métissage, il est encore au cœur des réponses politiques que vous vous essayez à construire, né avec les indépendances, nourri de l'expérience de l'Afrique du Sud, qui constitue pour vous le laboratoire des métissages en action. Vous avez élaboré le concept d'afropolitanisme, qui constitue pour vous le devenir d'une Afrique en mouvement, un devenir déjà présent dans un continent dessinant à cet égard un futur en marche, là où Nicolas Sarkozy, auquel vous avez explicitement répondu, déclarait, discours de Dakar, que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Car vous êtes, sur les fronts de la pensée, comme sur ceux de la construction, de ce que sera demain un homme de combat déterminé, qui n'hésite pas à la riposte. Et c'est à partir de ce combat pour l'Afrique que vous nous aidez à penser le monde, et ce monde qui est le nôtre, l'Afrique, ce grand autre, comme vous le qualifiez, inutile de citer, j'imagine, l'Afrique, ce grand autre, à partir de laquelle vous nous tendez un miroir qui nous oblige, en effet, ou devrait nous obliger à réinterroger une histoire qui n'est que dès lors qu'elle est commune. Cette Afrique dont vous écrivez qu'elle a été la médiation grâce à laquelle l'Occident accède à son propre inconscient et rend publiquement compte de sa subjectivité. Cette épistémée coloniale, montrez-vous, constitue un passé toujours présent, sans lequel on ne saurait comprendre le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, sans lequel on ne saurait comprendre, vous l'avez montré en 2005, ce qui fut alors qualifié d'émeute de banlieue. Paris 8 s'enorgueillit d'accueillir en votre personne un des penseurs majeurs, et j'aurais volontiers dit un intellectuel, si le terme n'était en France aujourd'hui quelque peu galvaudé, donc je vais rester un penseur majeur du monde d'aujourd'hui. Votre engagement et votre démarche critique, l'attention que vous portez à l'émergence d'une gouvernance démocratique durable, ancrée localement, qui fasse sens pour le plus grand nombre, et ce miroir tendu représente un modèle d'optimisme et d'espoir pour tout un chacun, particulièrement pour tous ceux qui s'engagent pour rendre le monde plus juste et plus libre. Et c'est donc avec une émotion particulière que je vous décerne, il ne faut pas que je me trompe, le titre de docteur honoris causa. Vous accueillir dans la communauté de Paris 8, c'est rendre un bel hommage à cette université, à ce qu'il y a en elle de force, de créativité et d'esprit critique, à ce qu'il y a en elle d'ambition.
cher Archichep, alors là, ça va être plus difficile parce que Philippe Michel a vraiment presque tout dit. Peut-être que je vais être plus courte, mais ce sera parce qu'il a vraiment presque tout dit. C'est un peu intimidant de se trouver confronté à un monument de chair et d'os, là où pour moi régnait jusqu'alors le rythme, mais dépassons les sentiments premiers. Au commencement, mais Philippe Michel vient de nous le rappeler, le jazz né de la conjonction des rythmes africains, hispano-créoles, des chants religieux des églises protestantes, noires, des chants et des cris de travail, des blues, des marches de fanfare, des danses du tournant du siècle, du ragtime, transmis, tressés, tissés, métissés par les Afro-Américains, descendants d'esclaves, comme autant de musique par le peuple, devenue, à la faveur du jazz, musique pour le peuple, sous l'espèce du middle jazz, du rhythm and blues, du soul jazz, qui vont faire vivre la musique et qui vont lui conférer une expressivité sans pareille, inédite. Vous écriviez en 1965, au moment des grands combats pour les droits civiques, à propos du free jazz, « Nous sommes tous convaincus que les formes de la musique de jazz doivent être développées afin de coïncider avec un contexte artistique, social, culturel et économique entièrement nouveau. » Et il me semble, et Philippe Michel vient de nous le rappeler, que le jazz première manière est né pareillement avec la guerre, ce puissant accélérateur de tant de mues, et s'est propagé à la faveur d'une conjoncture de ce type. Je ne reviens pas sur l'histoire qui vient de nous en être tracée. Je voulais aussi citer Valéry. Nous parlons vraiment tous la même langue, donc je ne reviens pas sur les civilisations qui se savent mortelles, mais à un moment où la culture paraît à d'aucuns avoir failli, 14, 18, un certain nombre d'hommes et de femmes, mais d'hommes plus que de femmes, alors, vont effectivement s'engager dans les voies de la rupture, qu'il s'agisse de musique, qu'il s'agisse de peinture, qu'il s'agisse de politique, bien sûr, avec des rapprochements tout à fait inédits entre des avant-gardes politiques et des avant-gardes culturelles qui font émerger une culture nouvelle, et le jazz participe de cette histoire. De cette histoire, vous êtes un héritier. Vous êtes un héritier, je ne vais pas revenir sur votre enfance qui vient de nous être racontée, mais une famille de musiciens, et vous naissez dans une famille bercée par tous ces rythmes. Vous êtes aussi un passeur, et on vient de rappeler l'universitaire que vous êtes, féru de littérature, de théâtre et de poésie, et vous êtes auteur de théâtre et de poésie, donc un passeur de la musique et passeur de l'histoire de cette musique, mais bien sûr, vous êtes avant tout un créateur et un combattant, et peut-être devrais-je dire un créateur parce qu'un combattant, mais d'autres l'ont dit en d'autres termes depuis le début de cet échange. Créateur et combattant confondus. C'est en tant que vous êtes un militant du combat pour les droits civiques, et j'ignorais que vous aviez voulu être avocat, mais finalement cela participe de ce qu'il me semblait, c'est en tant que vous êtes un militant du combat pour les droits civiques que vous vous engagez dans l'aventure du free jazz, aux côtés de ces grands noms qui ont déjà été cités, en participant à ce qui fut un mouvement de libération d'hommes et de femmes, de libération des consciences, mais également dans ce moment des années 60 qui touche les États-Unis, l'Europe et le monde entier, libération des corps, libération des moyens de production, vous allez rompre avec les modes de production classiques de cette musique, où l'instabilité des rythmes, l'indétermination, l'ambiguïté, les précipitations rythmiques deviennent à la fois une critique en acte, un véhicule qui permet aux uns, aux autres, à des idées particulières, de précipiter en ce qui devient un mouvement contemporain de mouvements sociaux, et le terme de mouvements sociaux est alors théorisé par ailleurs par la science politique américaine. On est bien dans une conjonction de facteurs, moment effectivement où la musique s'impose comme une arme au même titre que d'autres et participe
de cette mutation du rapport aux politiques qui caractérise cette fin des années 60. La musique, arme nouvelle, non, elle l'a toujours été, vous nous l'avez rappelé, mais participant d'un rapport nouveau à la politique. Vous vous affirmez alors comme le plus politique et le plus intellectuel, cette fois-ci je vais utiliser le terme, des musiciens free, marqués par la critique marxiste de l'histoire, et vous relisez pour le retranscrire le répertoire et les racines de la musique noire. En tissant à votre tour, en tressant à votre tour dans une musique active et vivante qui gagne en complexité, musique sans loi qui tout aussi bien permet de domestiquer la liberté. Métissage, création, donc, qui me permet, au point où nous en sommes, de décliner. Nous avons vu que les correspondances entre vous deux étaient finalement, nous le pensions un petit peu, mais elles sont affirmées au cours de la journée et dans ce débat. Il en est une autre. Il me semble qu'il y a entre vos œuvres et vos inspirations et dans votre rapport au passé une manière de ritournelle, et j'emprunte évidemment là à Glissant, puisqu'il m'est revenu qu'il y a quelques mois, vous aviez été pressenti pour recevoir ici même le prix Édouard Glissant et que des questions d'agenda nous ont empêché de vous le remettre, ce qui fait que je suis doublement heureuse de vous accueillir aujourd'hui, puisque nous réparons ce qui aurait dû l'être, mais je crois effectivement que Glissant circule quelque part également entre vos deux œuvres. Mais bon, je ne vais peut-être, je voulais dire quelques mots de votre rapport à la France, mais je crois que tout a été dit, sur cette année 69 qui marque à la fois vos premiers enregistrements en France et la naissance de Paris 8. Oh là, je vais me faire gronder là, Vincennes. Bon, oui, je trouvais que vous mettiez un peu de temps à réagir là. Bon, parce que vous êtes un combattant, parce que votre musique participe de la rupture créatrice sans laquelle il n'est pas de devenir. Cette université qui s'honore d'un prestigieux département de musique où, cela a été dit, le jazz a trouvé pour la première fois sa place dans l'université française. Je m'honore de remettre au nom de l'université, de vous remettre le titre de docteur. Donc, si j'ai bien compris, c'est place à la musique maintenant, c'est ça? Je vous remercie beaucoup. La faculté, l'administration et bien sûr des étudiants. Et Philippe Michel et tous des facs et toutes les administrations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Achille, je suis très ravi d'être ici avec Achille Mbembe, un grand intellectuel, un homme. Merci bien.